Madame, Monsieur, bonsoir. Après une crise sanitaire majeure, le second tour des élections municipales aura donc lieu le 28 juin prochain. À Villeneuve-sur-Lot, l'ex-ville de Jérôme Cahuzac, ils étaient 5 candidats au départ, ils sont 4 qualifiés et engagés pour le dernier round. Voici leur présentation. Guillaume Lepers, Les Républicains. Liste Nouveau Cap pour Villeneuve-sur-Lot, divers droite, conseiller départemental. Patrick Cassani, Parti socialiste, liste Ensemble pour Villeneuve, Parti socialiste, maire sortant, président de l'agglomération de Villeneuve-sur-Lot, vice-président du conseil départemental. Étienne Bousquet-Cassagne, Rassemblement national, liste Allez Villeneuve, Rassemblement national, conseiller municipal d'opposition, conseiller régional. Thomas Buissoni, sans étiquette, liste Villeneuve en commun, divers gauche, sans mandat. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine. On se retrouve donc 3 mois après ces débats du premier tour. Vous allez pouvoir débattre pendant 40 minutes donc, sur notre antenne. Un regard tout d'abord sur les résultats du premier tour. Nous allons voir vos scores. En tête, lors de ce premier tour, Guillaume Lepers avec un peu plus de 35% des suffrages. Deuxième position, Thomas Buissoni, 20,83%. Troisième position, Patrick Cassani, maire sortant, 20,80%. Il y a 2 voix d'écart entre vous deux. Et enfin, quatrième position, Étienne Bousquet-Cassagne avec 15,33% des suffrages, sachant que l'abstention lors de ce premier tour a atteint 61,1% des suffrages. C'est évidemment beaucoup. Messieurs, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Patrick Cassani, fallait-il maintenir ce premier tour, selon vous ? Je crois que c'était non seulement une erreur de maintenir ce premier tour dans ce contexte-là, mais que c'est véritablement une faute qui a été commise. La preuve, c'est que ce premier tour n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, et je crois que chacun peut en convenir. Songez que la veille de l'élection, à 20h, le Premier ministre intervenait sur toutes les chaînes pour annoncer que les bars, les restaurants, les commerces devaient fermer dès minuit. Et donc ça a provoqué évidemment une inquiétude chez beaucoup de nos concitoyens. Et le résultat, il s'est traduit par des taux d'abstention qui sont totalement anormaux, et en particulier pour des élections municipales, puisqu'à Villeneuve, nous avons donc un taux d'abstention de 61%. Alors ça, c'est ce que l'on a pu dire aussitôt après ce premier tour. Sur le terrain, ensuite, est-ce que vous avez ressenti des interrogations, des inquiétudes de la part de vos électeurs, de vos concitoyens qui ont confirmé ça? Guillaume Lepers, est-ce que vous avez entendu des gens vous dire qu'ils n'ont pas pu voter, ils ne sont pas venus voter parce qu'ils étaient inquiets? Bien sûr, c'est nombreux. M. Cassani l'a dit. La veille au soir, on annonce les fermetures de certains restaurants. Le lendemain, on vote et le surlendemain, on nous confine. Donc forcément, beaucoup d'inquiétudes de la part des électeurs, beaucoup d'abstention. Mais bon, maintenant, on ne parle pas du passé. Maintenant, regardons devant. Simplement, à ce stade, est-ce que vous estimez donc que ce premier tour est faussé? Je pense vous êtes tous les 4 qualifiés, certes, vous êtes là, mais est-ce que ce premier tour est faussé? Je pense que nous avons tous souffert, l'un et l'autre, de cette décision, et que l'électorat ne s'est pas déplacé de l'un pour l'autre. Après, faire des calculs sur qui ça a bénéficié, je pense que c'est très compliqué. Mais il y a eu une inquiétude forte chez les gens, notamment les 15 jours qui ont suivi ce dimanche, puisque c'était le délai d'incubation. Effectivement, les citoyens je crois que pour que la démocratie puisse s'exercer, il faut que les gens puissent aller voter en toute sérénité. Et ça n'a pas été et ce contexte n'existait pas en mars. Thomas Buissoni, c'est également votre sentiment? C'est également mon sentiment. En effet, ce premier tour, il n'aurait jamais dû se tenir dans ces conditions. On l'a tous bien compris, l'abstention le révèle. Maintenant, de là à dire que le scrutin a été faussé, je pense qu'il y a un pas que je ne franchirai pas. Parce que les études d'opinion nous ont montré que l'abstention avait touché à peu près tous les candidats de manière à peu près égale, qu'elle avait d'ailleurs plutôt favorisé les maires sortants en leur donnant ce qu'on appelle la prime aux sortants. C'est ce qu'on a constaté dans de nombreuses villes. Donc effectivement, ce premier tour n'aurait pas dû se tenir, mais il s'est tenu. Et maintenant, je crois qu'il faut regarder vers le 28 juin, vers l'avenir. Il faut remettre des conseillers municipaux avec la légitimité des urnes pour engager les grands projets, parce qu'il y a la crise économique et sociale qui arrive, qui est là même pour certains. On va parler tout au long de ce débat, évidemment, de vos projets, de la manière d'aborder cette problématique nouvelle. Étienne Bousquet-Cassagne, également, vous considérez que ce premier tour a perturbé le choix des citoyens. Et puis, comment avez-vous vécu, vous, l'après ?
Évidemment, le premier tour a considérablement perturbé le choix des citoyens. L'abstention est record et c'est quand même très rare dans une élection municipale d'avoir un tel taux d'abstention. C'est quand même une élection de proximité, les gens aiment voter pour leur maire. Donc en général, il y a peu d'abstention justement. Et là, près de 62%, c'est terrible. Et donc je pense qu'en effet, le premier tour aurait dû être annulé. Je pense aussi que les élections auraient dû être annulées pour les maires qui n'ont pas été élus dès le premier tour. Et nous aurions dû rejouer à la fois le premier et le second tour dans des conditions normales. Parce que là, c'est pareil, on fait un second tour le 28 juin, mais beaucoup d'électeurs ont encore des craintes. Beaucoup d'électeurs, devant la gestion un petit peu catastrophique de la crise de la part du gouvernement, ont des craintes et qui sont légitimes, puisque le gouvernement a passé son temps pendant le confinement à mentir aux Français au sujet des masques, au sujet du traitement, au sujet du dépistage du coronavirus, etc. Donc les gens ont peur, et moi ce que je crains, c'est que les gens, encore une fois le 28 juin, ne se déplacent pas massivement pour aller voter. Et on le voit, il y a encore eu un sondage ce matin, et quand M. Buissoni dit que l'abstention a touché tous les partis, à peu près de manière égale, c'est faux, parce qu'il y a eu aussi des études d'opinion qui ont été faites, et on voit très clairement que les électeurs du RN, notamment, n'ont pas été votés. Et je crois aussi que beaucoup d'électeurs n'ont pas été votés par crainte du coronavirus, et notamment ceux des zones rurales, car nos territoires ruraux sont souvent des déserts médicaux, et ils avaient très peur, je pense, de la prise en charge d'une éventuelle pandémie dans nos territoires ruraux. Alors, heureusement, c'est pas arrivé, en Lot-et-Garonne, mais je pense que les gens avaient peur aussi de ça. Donc, il y a quand même tout un tas de facteurs qui ont été liés à ça. Les gens ont été terrorisés. Il y a une rupture d'égalité également des citoyens quand on voit que les maisons de retraite ont été confinées avant le confinement généralisé. Donc ces gens-là ne pouvaient pas sortir voter déjà. Donc il y a une rupture gravissime. Ensuite, les personnes fragiles. Moi, j'ai moi-même des assesseurs qui devaient tenir des bureaux de vote le premier tour et qui m'ont appelé le matin en disant « Je suis désolé, on n'y va pas. J'ai des problèmes de santé. Je ne vais pas prendre le risque d'aller tenir un bureau de vote et de voir des centaines de personnes toute la journée. » Vous venez d'évoquer le second tour, celui du 28 juin. Patrick Cassani, vous étiez favorable à l'idée de faire ce second tour-là le 28 juin ou plutôt le reporter à la rentrée, comme ça peut être évoqué à un moment donné? Je pensais que ces élections allaient être reportées à la rentrée. C'était d'ailleurs la demande de M. Baroin, le président de l'AMF, qui avait écrit au président de la République pour demander un report donc des élections municipales à la fin du mois de septembre. Je pense que ça aurait été une solution beaucoup plus sage et qui aurait permis à nos concitoyens d'aller voter probablement sans cette crainte qui continue à subsister aujourd'hui. Sachant que le président de la République s'est exprimé hier soir, il a estimé que la vie pouvait reprendre, les écoles, les commerces, donc pourquoi ne pas aller voter le 28 juin? Maintenant, la décision est prise, donc on va à ces élections, malgré ce contexte encore une fois très particulier, et je crois qu'il y avait d'abord la volonté du gouvernement de se débarrasser, en réalité, de ce sujet des élections municipales, élections qui ne lui étaient pas très favorables, et puis surtout en prévision de la rentrée, qui s'annonce être une rentrée économique et sociale particulièrement difficile. Je crois que c'est fondamentalement cela qui a motivé le choix du président de la République. Guillaume Lepers, alors on l'a vu en ce début d'émission, vous êtes arrivé en tête lors de ce premier tour, largement en tête. Pour autant, cette campagne, vous avez dû l'interrompre, oui, puisque le maire sortant, ici présent, Patrick Cassani, lui était sur le terrain pour gérer la commune et faire face à la situation de crise. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation, vous, Guillaume Lepers? J'ai très bien vécu cette situation puisque j'ai été très actif durant ce confinement. Et d'ailleurs, c'est un confinement qui, certes, il y a eu ce côté anxiogène de crise, mais ce confinement nous a aussi montré des très belles choses, au niveau de la solidarité, de la citoyenneté autour de nous, dans nos listes respectives. Il y a eu un enchaînement de choses qui étaient très intéressantes et qui d'ailleurs devront perdurer dans l'avenir. Et j'espère vraiment que nous, les collectivités, on va accompagner ces élans de citoyenne solidarité. Il y a aussi toutes ces personnes qui se sont données à travers leurs activités durant cette période. Je tiens à les féliciter. Et enfin, on a vu apparaître des choses très intéressantes, notamment dans le domaine agricole, avec des choses très innovantes. Et il va falloir qu'on accompagne tout ça. Donc moi, je l'ai bien vécu, toujours à l'écoute des entreprises, des citoyens, et essayer d'être un facilitateur. Alors c'est vrai que mon rôle de conseiller départemental m'a permis aussi de continuer à manager à distance mon groupe, continuer à manager Alice pour être présent aux côtés de nos concitoyens. Parce que vous êtes également un élu. Et surtout sans publicité. Vous êtes également un élu comme Patrick Cassani. En revanche, vous, Thomas Buissoni, vous n'êtes pas élu. Étienne Bousquet-Cassien, également conseiller régional. Est-ce que vous avez eu du mal à vivre cette situation, justement, où tout d'un coup, vous étiez peut-être moins exposé, alors que vous êtes également candidat qualifié pour le second tour? Non, j'ai pas de difficulté à être moins exposé que tel ou tel. J'ai pas d'ego particulier. C'est pas un problème d'ego. Est-ce que, par exemple, l'activité du maire, qui est naturelle dans cette situation-là, est-ce que ça fausse la campagne, pour être clair?
Non, je ne dirais pas ça, parce que très honnêtement, la crise nous tombe dessus, le gouvernement nous fait voter le 15 mars, après il faut gérer la crise, et c'est pas après qu'on dit le maire n'était pas légitime pour gérer la crise. Bon, on a la loi, la représentation nationale a prolongé la validité des mandats des maires sortants, donc ils sont légitimes à gérer la crise, ils ont géré la crise très bien. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que je n'avais pas effectivement de mandat, mais je suis loin d'avoir été inactif pendant cette crise. En fait, la première chose qu'on s'est dit, ce dont on manquait pendant la crise, les premières semaines, ça a paru très vite, c'était la pénurie de masques. Il n'y avait pas de masques. Et il se trouve que dans ma liste, il y avait des couturières qui se sont mis à coudre des masques pour leur entourage. Et donc, avec des amis, on a trouvé que c'était une initiative très intéressante. On a créé un petit collectif pour créer des masques solidaires, les distribuer gratuitement. Et ça a pris de l'ampleur. Et les solidarités dont parlait Guillaume Lepers, on les a organisées un peu pendant cette crise, pendant ce confinement. On a fait travailler 30 couturières bénévoles qu'on ne connaissait pas. Pendant ce confinement, vous vous êtes tous retrouvés sous une forme de solidarité. Il n'y avait plus de campagne, il n'y avait plus d'opposants, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'était plus le temps de la campagne et de la polémique électorale, effectivement. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était me rendre utile. C'est une obsession. Comment on fait pour se rendre utile ? Il n'y a pas de masque. Je connais des gens qui en fabriquent. On peut le faire savoir aux gens qui en ont besoin. Et on leur apporte gratuitement. Et au total, on a apporté plus de 3000 masques pendant ce confinement. Quand, en pleine période de pénurie, on a apporté 3000 masques, on a équipé des services publics, je pense notamment à l'hôpital psychiatrique, qui a été un des grands délaissés du ministère de la Santé, l'hôpital psychiatrique qui n'avait pas de masques, on leur a livré des masques. Patrick Cassani, je le redis, vous êtes candidat sur ce plateau, mais vous étiez maire sortant, vous êtes toujours maire sortant. Est-ce qu'il y a eu, d'un point de vue de la casquette du maire, des incohérences pendant cette période, des incohérences dans la gestion qui vous a été imposée ? Mais il y a des périodes de flou importantes, notamment sur la question des masques, puisque quand le président de la République a annoncé que le 11 mai, tous les Français devraient être dotés d'un masque, il n'en a pas dit plus, si ce n'est qu'il allait travailler avec les collectivités locales, mais sans précision. Qui allait les acheter ? Qui allait les payer ? Et donc tout ça, il a fallu le gérer, et je dirais, mais quotidiennement, jour après jour. Et c'est vrai que j'ai fait mon devoir de maire avec l'équipe qui m'entoure, et c'est vrai que le matin, quand on se retrouvait, moi aussi, je veux bien sûr remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la gestion de cette crise dans leur travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et ça a été aussi une occasion pour nous tous de voir l'importance des services publics qui sont essentiels. Et mon rôle, eh bien, ça a été, dans ce contexte totalement inédit, jamais vécu, de permettre le fonctionnement des services publics qui sont essentiels. Que deviendrons-nous si le service de la collecte des ordures ménagères n'avait pas été assuré ? Pourtant, ça n'a pas été simple. Il a fallu procéder à des réquisitions, le portage des repas pour les personnes âgées, l'ouverture de certains services, notamment du CCAS, pour accompagner des familles qui se sont retrouvées dans la difficulté, de pouvoir les orienter vers des associations caritatives, de mobiliser un réseau dans toute la ville. Et je les remercie de volontaires. Vous avez vécu tous cette situation au plus près des habitants de Villeneuve-sur-Lot. Guillaume Lepers, selon vous, quel a été l'impact de cette crise sur les habitants et quel sera selon vous l'impact à venir sur les habitants de Villeneuve-sur-Lot, les personnes que vous côtoyez chaque jour ? L'impact, il a déjà été très anxiogène pendant toute cette période. Après, je vous dis, regardons le côté positif des choses, parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Oui, vous l'avez beaucoup dit ça lors du premier tour. Je continue, je suis quelqu'un de très optimiste. Et je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer. Il y a par exemple, je vous prenais l'exemple de la consommation, l'alimentation. Aujourd'hui, on prenait, dans différents programmes, les circuits courts. Regardez les choses innovantes qui se sont faites durant ce confinement. Et ça, il faut que ça perdure. C'est-à-dire consommer local, consommer proche. Ça, c'est un exemple de choses qui a changé pendant le Covid. J'espère que ça va continuer. On va revenir sur ces points, justement. Peut-être qui sont venus modifier l'angle de votre campagne. On va y revenir dans cette émission. Parce que vous avez peut-être ajusté certaines thématiques. Parce que les choses étaient déjà grandement dans le programme. Mais par contre, ça ne vous a rien appris, la crise du coronavirus ? Toute épreuve apprend quelque chose, bien évidemment, notamment en termes de priorisation des points. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que cette période a été importante. Et M. Cassani l'a dit aussi pour mettre en avant des hommes et des femmes dont on ne parle pas souvent.
et notamment certains métiers qui ne sont pas toujours très considérés. Et ce Covid nous a permis de mettre en avant et en lumière ces personnes. Et ça, je pense que c'est important. Après, je vous dis, je pense que ça aura un impact, je l'espère, dans la consommation locale. Ça aura un impact aussi, on en reparlera très certainement, sur la considération qu'on a pour notre système de santé, où on critiquait un petit peu dernièrement, et aujourd'hui on se rend compte que c'était indispensable d'avoir un système de santé puissant et solide. Il y a différents points, je pense qu'on va en parler tout au long de ce débat, qui ont été mis en lumière pendant ce Covid. Et c'est important de se pencher dessus, et de ne pas oublier rapidement, et de revenir dans un système où on aura oublié cette période. Étienne Bousquet-Cassagne, un peu de politique, politique pure, j'ai envie de dire, justement sur les scores. On a évoqué votre score lors de ce premier tour, 15,33%. Le Rassemblement national sur les terres de Villeneuve-sur-Lot, lors de la présidentielle, avait fait 22,88%. Et les européennes, le premier tour en 2019, 28,10%. Comment est-ce que vous expliquez cette chute du chiffre au premier tour? Est-ce que c'est le Rassemblement national qui chute ou c'est votre candidature qui a posé problème? Mais écoutez, encore une fois, il y a eu des études d'opinion qui ont été faites et qui prouvent que les électeurs du Rassemblement national ont été les plus abstentionnistes. Et ça, vous pouvez le vérifier partout, pas qu'à Villeneuve-sur-Lot, malheureusement. Dans quasiment toutes les communes où le Rassemblement national était présent, nous avons chuté. Du fait de cette abstention massive, de cette élection qui n'était pas équitable, voilà, tout simplement. Et donc nos électeurs n'ont pas voulu prendre de risque d'aller voter, et puis, mais quelque part, je peux les comprendre aussi, je peux les comprendre. Et même là, pour le second tour, moi j'ai envie d'appeler évidemment à une participation massive, bien évidemment, j'invite les gens à se déplacer, à aller voter, mais encore faut-il que ce soit fait dans des conditions sanitaires équivalentes. Alors, moi, je souhaite avoir un avis sur le sujet. Notamment, les électeurs vont recevoir chez eux le matériel de vote avec donc l'enveloppe, les bulletins de vote, les professions de foi de chacun. Moi, j'aimerais que les services de l'État mettent dans les enveloppes à destination des électeurs peut-être un masque, une lingette désinfectante, un stylo unique. Enfin voilà, pour que les gens ne soit pas comme au premier tour en se disant est-ce que si j'y vais je prends un risque ou pas, parce qu'on a quand même vu que dans l'Est notamment il y a des cas qui reviennent, à Pékin ils sont en train de reconfiner la population, enfin tant qu'on n'a pas de vaccin on n'est pas sûr des risques du coronavirus, voilà tout simplement. Hein. Patrick Cassani, je reviens sur ce premier tour qui peut certainement éclairer ce qui va se passer ensuite. Vous êtes le maire sortant, vous étiez premier adjoint depuis 2001, vous terminez 3e lors de ce premier tour. C'est probablement une déception, j'imagine. Ce score vous surprend? C'est Guillaume Depère qui arrive en tête avec 35%. C'est une déception, il ne faut pas le cacher. Mais encore une fois, et je crois que tous autour de la table, on l'a indiqué, ces élections ne se sont pas déroulées dans un contexte normal. Donc maintenant, je crois qu'il ne faut pas ressasser cela. Il faut se projeter effectivement vers l'avenir. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé, où nous avons tous, à titre personnel, au niveau des collectivités, subi, je dirais intérieurement, cette crise. Et on voit bien que pendant cette période-là que nous avons traversée, il y a des sujets majeurs qui sont remontés. La question de l'alimentation, ça n'est un. La question du pouvoir d'achat. On va y revenir. Je voudrais juste terminer sur ce point-là. On parlait de ce premier tour, des scores, des résultats. Est-ce que vous avez eu envie de travailler avec celui qui est à votre gauche aujourd'hui, Thomas Buissonnier, puisque Thomas Buissonnier est arrivé en deuxième position, à 2 voix devant vous. Vous êtes des partis de gauche. On aurait pu imaginer aussi éventuellement qu'il y ait un accord. Vous avez tendu la main à Thomas Buissonnier? Je lui ai dit qu'unis nous serions plus forts et je lui ai proposé par 2 fois. Je me suis heurté à un refus au nom d'une logique qui, à mon avis, est une logique de destruction. Je ne peux que le regretter, mais encore une fois... Destruction, c'est-à-dire... c'est fort. Oui, c'est une logique de destruction pour pouvoir préparer un autre avenir. Voilà, et se positionner comme le principal opposant. Donc ça, je le regrette. Pour autant, maintenant, je disais, il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. On est dans une campagne électorale. J'aimerais comprendre la réponse de Thomas Buissonnier, puisque vous lui avez tendu la main. Pourquoi est-ce que vous avez refusé cette main tendue? Parce que, tout d'abord, il y a plusieurs séries de raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas réellement eu de main tendue, il n'y a pas de volonté, ni de mon côté, moi je l'avoue clairement, ni du sien, mais lui ne le dit pas, de faire d'alliance. Parce que je suis arrivé 2e de cette élection. C'était pour beaucoup une surprise. Moi, je considère que c'est plus un événement qu'une surprise. Et la logique démocratique impliquait que, en cas d'alliance, M. Cassani rejoigne ma liste. Et en réalité, à Villeneuve, personne n'imagine M. Cassani de redevenir premier adjoint de M. Buissonnier. Vous avez raison, personne ne l'imagine. C'est pas une option possible. La deuxième série de raisons,
c'est des raisons plus politiques sur les convictions, puisqu'effectivement, M. Cassani a soutenu l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, a favorisé l'élection du député marcheur de la circonscription qui aujourd'hui soutient M. Lepers. Donc il y a des porosités au niveau de La République En Marche. Nous, notre liste, elle est citoyenne, mais elle ne comprend pas d'éléments macronistes. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui empêchait une quelconque fusion. Et enfin, M. Cassani a créé lui-même, pendant cette campagne, l'impossibilité d'un accord en commençant, dès novembre 2019, je m'en souviens très bien, en commençant cette campagne par le plus grand mépris dont il est possible et qu'on voit aujourd'hui quand il parle de destruction, etc. Il n'y a aucune volonté de destruction, évidemment, de ma part. Il y a une volonté de rassembler les Villeneuvois autour de ce projet citoyen. Ce projet citoyen, il ne peut pas s'accompagner d'alliances plus politiciennes. Comment est-ce qu'il est vécu, ce désaccord sur le terrain, quand vous rencontrez vos électeurs? Est-ce qu'on vous en fait le reproche? Moi, au contraire, on me dit que j'ai eu du courage et que c'était la bonne solution à mener. Parce que vous savez, les électeurs villeneuvois, ils en ont un peu assez de cette vieille politique villeneuvoise faite de tractation. Vous savez, Villeneuve, ça a longtemps été surnommé Villeneuve sur vote. Et avec des surprises pas possibles entre les deux tours. Il y a eu des fois où on a fait voter des morts, il y a eu des cantonales où il y a eu 80 candidats. Il faut en finir avec cette vieille réputation. On est tout à fait d'accord là-dessus. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il faut en finir avec ce genre de démarche et de discussion d'appareil. Une proposition a été faite par ma part, elle a été refusée au nom d'une logique qui est celle qu'elle est. Maintenant, il faut effectivement passer à autre chose. Je profite par contre pour dire très clairement, vous parliez de quoi? De compromission macroniste, etc. Enfin, il n'y a absolument pas cela dans notre liste. Notre liste, elle a une démarche très claire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est la prise de position du député Damazin, qui soutient donc la liste de M. Lepers, dans laquelle il y a des candidats masqués, si je peux employer l'expression, dans ce contexte. Et donc aujourd'hui, le candidat du gouvernement et de LR, c'est M. Lepers. Monsieur Lepers, Guillaume Lepers, oui. ce désaccord, en fait, vous vous réjouissez de ce désaccord, en fait? Non, moi je ne me réjouis pas des magouilles politiques, des petites discussions de base. Non, moi ça ne m'intéresse pas du tout, et ça n'intéresse pas les Villeneuvois. Non, sur vos dernières réflexions, non, autant au contraire. Mais moi je continue, je persiste ici, je suis fier de ma liste. Je suis fier depuis le 4 juillet, quand je l'ai annoncé, d'avoir une équipe unie, soudée, oui, expérimentée, aux valeurs différentes, mais tant mieux. C'est ça ce qu'attendent les Villeneuvois. Je pense qu'on peut soutenir la comparaison. C'est ça ce qu'attendent les Villeneuvois, d'avoir une liste unie. Moi j'ai créé mon programme avec les Villeneuvois, j'ai créé une liste unie, variée, diverse, dans les âges, dans les professions. Et je pense que c'est ça qu'attendent aujourd'hui les Villeneuvois. Ils n'attendent pas de politiser comme vous le faites. C'est fini ça. Il faut se réveiller. C'est terminé. C'est la politique ancienne. Et quand on voit la destruction, je sais de vous parler, la droite revient. C'est fini ça, M. Cassani. C'est terminé. Donc, les gens veulent autre chose. Les gens veulent une ville dynamique, une ville attractive. C'est ça qu'ils nous demandent. Et c'est pour cela que nous avons aussi une équipe qui est renouvelée, rajeunie et expérimentée. Le 35%, il est le fruit d'un travail de terrain depuis des années. À l'écoute des Villeneuvois, à l'écoute des entreprises, à l'écoute des commerçants. C'est le poids de la droite libérale. Étienne Bousquet-Cassagne. Vous pouvez toujours minorer les résultats. C'est le poids de la droite libérale à Villeneuve-sur-Lot. Étienne Bousquet-Cassagne, c'est un message de changement que veulent les Villeneuvois. Pas du tout. S'il vous plaît, on va écouter Étienne Bousquet-Cassagne, sachant qu'on fait une répartition des temps de parole pour tous les candidats. Je crois qu'on n'a aucun enseignement à tirer des scores de ce premier tour, que ce soit les 35% de M. Lepers, la deuxième place de M. Buissoni, la troisième place de Patrick Cassani ou la mienne. On a En effet, c'est-à-dire qu'on n'a aucun enseignement à y tirer dans la mesure où ça s'est fait dans des conditions très particulières et exceptionnelles qui n'ont jamais eu lieu jusque-là. Donc on ne peut pas vraiment tirer de plan sur la comète parce qu'il y a un camp qui a mobilisé un petit peu plus que l'autre, parce que peut-être sa famille était plus nombreuse ou ses amis. Enfin bon, voilà, c'est tout. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire passer aux électeurs, c'est que là, le 28 juin, il n'y a au final qu'un seul tour, c'est qu'un seul jour et il n'y a qu'un seul vote à faire. C'est tout. Et le score du premier tour, c'est comme si ça annulait. Je suis désolé. Si la participation le 28 juin est plus importante. Voilà, donc tout le monde, les compteurs sont remis à zéro et tout le monde repart exactement au même niveau. On parle justement de ce second tour. C'est une campagne tout à fait différente. Vous ne pouvez plus faire ce que vous aviez certainement prévu, c'est-à-dire par exemple des rencontres publiques ou même aller faire du porte-à-porte. Comment allez-vous gérer cette campagne ? Bon, alors vous êtes sur ce
plateau ce soir pour débattre, c'est une manière de communiquer, mais comment allez-vous gérer cette campagne ? Alors moi je suis sur le terrain dès le premier jour du déconfinement, bien évidemment avec les gestes barrières, et c'est très dur pour moi qui aime la proximité et mon équipe également, mais on s'adapte et je continue à être à la rencontre des commerçants, des Villeneuvois, des artisans, des restaurateurs dès le premier jour de démarrage. Je continue à être présent sur le marché, je continue à aller dans les quartiers. Dès demain, je retourne dans les quartiers, voir les personnes, tout ça en respectant bien évidemment les gestes barrières, mais je ne peux pas m'imaginer faire une campagne sans le contact des Villeneuvois, bien évidemment en respectant toutes les conditions nécessaires. Donc c'est une campagne un peu différente. Pour vous également, Étienne Bousquet-Cassagne, pour vous également, cette campagne, c'est une manière un peu compliquée de gérer la suite ? C'est évidemment compliqué, surtout qu'en temps normal, l'entre-deux-tours, c'est pareil, il dure 5 jours. Là, l'entre-deux-tours, il dure depuis 3 mois. En quelque sorte. Même si au début, on avait des incertitudes sur le maintien ou pas du score du premier tour, etc. Donc c'est évidemment compliqué. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de prendre le risque. Si jamais j'étais contaminé, parce que je n'ai pas été dépisté, parce qu'en France, il n'y a pas eu de dépistage massif comme ça a été promis. Donc imaginez que je sois porteur sain du Covid-19. Je vais aller faire du porte-à-porte, je vais aller faire le marché et rencontrer un tas de personnes âgées au risque de les contaminer. Enfin, excusez-moi. Les gestes sanitaires. Mais même les gestes sanitaires, on sait très bien que les masques, une fois qu'on les a portés 3 fois, ou quand ils sont faits par des dames très, très généreuses, très sympathiques, mais dans des chiffons, on peut pas être sûr à 100% qu'on n'a pas de risque ni quoi que ce soit. Moi, là, on parle des élections municipales et malgré tout, j'en veux beaucoup au gouvernement qui, depuis de nombreuses années, les gouvernements précédents aussi, ont voulu un petit peu supprimer les prérogatives aux conseils municipaux, aux collectivités locales. Au final, ce sont quand même les collectivités locales qui ont géré la crise du Covid-19. Moi, je pensais qu'en tant que Français, j'étais membre de la 5e puissance mondiale, mais en fait, je me suis retrouvé dans un pays du tiers-monde, objectivement. La Chine, là-dessus, a vraiment beaucoup de leçons à nous donner concernant les gestions de crise, parce que ça a été géré de manière catastrophique. Alors on va et heureusement revenir qu'il y a eu justement effectivement des initiatives locales et sur le des local élus et sur les locaux qui ont conséquences pu, de cette crise, et notamment ce que vous avez pu détecter, peut-être aménager. Je pense à vous, Thomas Busoni, par rapport à votre programme. On a vu le rôle, l'importance de la santé, de la gestion des métiers de la santé. Qu'en tirez-vous comme conclusion ? Est-ce qu'il faut revoir certains points qui existent déjà, les améliorer ? Est-ce qu'il faut tout refaire, j'ai envie de vous dire, puisque vous aviez envisagé ce point-là dans votre programme pour le premier tour ? Oui, nous avions mis l'accent sur cette problématique de la santé qui a été qui n'a pas été révélée par le Covid à Villeneuve-sur-Lot. Je veux dire, Villeneuve-sur-Lot, c'est malheureusement un désert médical depuis de nombreuses années. Mais là, il y a un effet loupe, en fait, avec cette crise sanitaire. Il y a eu un effet loupe, mais c'est surtout sur les conditions d'organisation des catastrophes sanitaires, on va dire. Mais on ne peut pas gérer au quotidien une collectivité en ayant toujours en tête la catastrophe qui n'arrive qu'une fois tous les 10 ans ou tous les siècles même. Donc, il faut d'abord résoudre ce problème de désertification médicale. Ça, c'est un problème majeur. Et dès le début, ça fait 2 ans qu'on le répète, on dit qu'il faut salarier des médecins. C'est le seul moyen de faire revenir des médecins dans les villes comme Villeneuve-sur-Lot, de les faire revenir rapidement, le temps de retrouver un territoire attractif et que des médecins libéraux s'installent. La médecine, il y a aussi un nouvel aspect qui est en train de se développer, beaucoup plus vite que prévu, c'est évidemment la télémédecine. Et donc, nous, on avait prévu déjà d'intégrer un peu de télémédecine dans le centre de santé communal qu'on compte créer. Mais il va falloir prévoir effectivement les conditions d'exercice de la télémédecine avec un médecin salarié qui accompagne pour éventuellement des consultations avec des spécialistes. Patrick, il y a un autre aspect, je voudrais ajouter, parce que je n'ai pas eu beaucoup la parole, excusez-moi. Si le temps sont équilibrés, ne vous inquiétez pas, on fait les comptes, il n'y a pas de souci. On a dit que la question de l'alimentation était apparue et c'était également au cœur de notre projet. On va y revenir sur l'alimentation. On va y revenir. On va essayer de rester sur le thème de la santé. Patrick Cassani, une fois de plus, vous êtes le maire sortant. Qu'est-ce que vous n'aviez pas eu l'occasion de faire jusqu'alors et qui peut-être aujourd'hui vous saute aux yeux, des aménagements, peut-être salariés des médecins par exemple. Alors on le proposait dans le programme, simplement... Oui, vous ne l'aviez pas fait avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez changé ? Avant, on avait quand même créé 3 maisons de santé pluridisciplinaires sur le territoire de l'agglomération, avec plusieurs professionnels de santé qui y travaillent. Mais on voit bien que ce dispositif qui a été mis en place au cours de ces dernières années n'est pas suffisant. Et il faut aller plus loin. En mars, on voulait voir comment le dispositif des médecins busins, c'est-à-dire salariés par l'hôpital et affectés dans les centres de santé, pouvait fonctionner. Ça a permis de porter une solution à la maison de santé de Casseneuil, mais il faut aller plus loin. Il faut effectivement aller vers un salariat des médecins. Et puis, il y a aussi un problème qui la dépasse, je dirais, la collectivité locale, c'est le fonctionnement des hôpitaux.
et de l'hôpital public. Il ne suffit pas de se mettre à 20h sur les balcons pour applaudir les médecins. Il faut aussi que derrière, il y ait les moyens financiers qui suivent, pas simplement sous la forme de primes, mais il y a carrément tout un système de fonctionnement des hôpitaux publics qui doit être revu et des moyens financiers qui doivent être affectés vers ce secteur qui est absolument essentiel pour nos concitoyens. Et une crise comme celle que nous avons traversée nous le démontre. Il y a d'autres sujets qui sont apparus fortement, me semble-t-il. Il y a le sujet effectivement de l'alimentation et du pouvoir d'achat. Parce qu'on a vu pendant cette période de crise des personnes qui se retrouvaient en chômage partiel avec des baisses de revenus qui venaient dans les dispositifs qu'on a mis en place du CCAS, de pouvoir les accompagner. Et quand on parle alimentation et pouvoir d'achat, il y a un sujet qui est au milieu et qui concerne directement une commune. C'est la restauration scolaire et la cantine. Et c'est vrai que nous n'avions pas proposé en mars la cantine à 1 €, mais là nous le proposons, parce que c'est un moyen immédiat, je veux dire, dès le mois de septembre, de pouvoir agir sur le pouvoir d'achat des familles, et c'est pas du tout un dispositif d'État comme l'a indiqué M. Lepers, ça me permet de le reprendre, absolument pas, c'est pas financé par l'État du tout, et ça n'a rien à voir avec la politique de la ville. Vous prenez l'exemple de Sainte-Livrade, sauf qu'il y a des seuils de population, Villeneuve n'y aurait pas droit, et ça ne rentre pas dans le cadre des... Un programme financé par la commune, par Villeneuve-sur-Lot, commune qui, on l'avait dit lors du premier tour, a un endettement relativement important. Non, pas du tout. Il a diminué de 5,3 millions d'euros. On avait tous fait ce constat ici d'un endettement assez important. Et avec donc des questions notamment pour diminuer la fiscalité sur votre commune. Alors, d'abord, je dois être le seul maire depuis plusieurs décennies, j'en suis désolé mes chers collègues, mais depuis plusieurs décennies à ne pas avoir augmenté les taux de la fiscalité communale. C'est factuel. Vous pouvez le vérifier. On va faire réagir Guillaume Lepers, qui est très en retard justement sur le temps de parole. Guillaume Lepers. Je pense qu'on ne va pas revenir sur le débat de fiscalité. Il y a du bon jonglage entre l'agglo et la ville, c'est plutôt subtil. Non, moi j'aimerais revenir sur tous ces problèmes. Ça révèle aussi, on parlait de la santé, les médecins libéraux qui ont du mal à venir à Villeneuve. Le problème, je reviens toujours, c'est sur notre attractivité. Plus notre ville sera attractive, plus nous arriverons à faire venir des libéraux. Et ça, je pense que c'est important parce que chaque fois, on s'échappe. Mais revenons à l'essentiel. Villeneuve doit se réveiller. Villeneuve doit être innovante. Villeneuve doit être entreprenante. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est le fond du problème sur lequel on ne parle hélas jamais, et c'est la seule solution pour venir. Et j'en profite, puisqu'on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, pour leur dire, cet été, venez à Villeneuve-sur-Lot, venez voir cette belle ville et peut-être demain emménager dans cette ville. Pourquoi uniquement cet été ? On a vu que le télétravail avait fonctionné pendant ces 3 mois. Est-ce que des villes comme Villeneuve-sur-Lot, ville donc moyenne, ce n'est pas péjoratif que de le lire en Lot-et-Garonne, ville attractive, est-ce que tout d'un coup vous avez là de la ressource qui n'existait pas avant, une capacité à attirer des habitants? Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais vous dire, on souriait, certains souriaient. J'essaye de mettre sur la table un point de vue. Certains souriaient autour de ce plateau quand je disais que les villes moyennes, dans les 10 ans à venir, allaient avoir une opportunité. Ces villes où on est bien, où le cadre de vie est sympathique, une ville verte. Et je l'ai dit avant le Covid, on me souriait. Maintenant, je pense que le Covid, s'il y a quelque chose de positif, a permis justement d'accélérer cette venue sur nos villes moyennes. Et ça, j'en suis convaincu. Mais par contre, il faut avoir une ville sûre, une ville propre pour accueillir et une ville attractive. Si on réunit toutes ces conditions, oui, je pense que dans les 10 ans à venir, on a une carte à jouer pour notre ville et pour notre centre-ville. Étienne Bousquet-Cassagne, vous ne partagez pas cet avis ? En partie, c'est vrai que c'est dans l'idéal, évidemment, on aimerait que la ville soit attractive, mais elle ne l'est pas du tout. On dirait que la crise apparaît avec le coronavirus. En vérité, la crise à Villeneuve, elle est déjà installée depuis de nombreuses années. Et moi, dans mon programme, j'avais déjà un programme qui répondait à la crise économique que vit Villeneuve. L'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, c'est le plus pauvre de la Nouvelle-Aquitaine. Ça sera encore pire, évidemment, puisque les effets de la crise du coronavirus vont aggraver toute cette situation. Mais pour qu'une ville soit attractive, il faut aussi qu'il y ait quand même tout de même des transports, qu'elle soit reliée à d'autres grandes villes. Il faut évidemment qu'il y ait une certaine prospérité économique. Moi, dans mon programme, j'avais déjà proposé la création de zones franches, notamment, puisque le coronavirus a mis en lumière la désindustrialisation massive de la France. Et donc, justement, peut-être que dans les territoires ruraux, dans les sous-préfectures moyennes comme la nôtre, l'État pourrait justement mettre en place des dispositifs pour réindustrialiser les territoires. Donc, zone franche, ensuite gratuité des parkings et du stationnement, notamment pour les commerçants. Et là, ça pourrait être prolongé encore, peut-être pour l'été même, justement, pour que les touristes qui viennent à Villeneuve ne prennent pas des PV, les Villeneuvois des alentours pareil, et faire revivre un petit peu les commerces et mettre en place davantage de dispositifs qui commencent à être mis en place, notamment avec le conseil régional, d'aide aux PME, TPE et tous ceux qui souffrent. Après, il y a aussi un dispositif que j'avais préparé dans mon programme, c'était de favoriser les entreprises locales dans l'attribution des marchés publics. Comme on dit, c'est interdit. Sauf que si on met en place des clauses dans l'attribution des marchés publics,
les entreprises locales peuvent être favorisées. Et ça aussi, ça peut créer de l'emploi au niveau local et ça peut rendre la ville attractive. Et bien sûr, le grand sujet, c'est le montant de la taxe foncière. Et la ville aurait tout à gagner à baisser la taxe foncière. Déjà, elle gagnerait de nouveaux habitants attirés justement par un cadre de vie avec une maison, un jardin, une piscine, etc. Et surtout, le volume des ventes que cela créerait ferait gagner des recettes à la municipalité. Puisque quand les gens payent chez le notaire, il y a une partie qui va à la municipalité. Thomas Buissoni, vous avez évoqué l'alimentation, l'agriculture. Vous estimez qu'il y a là une capacité de développement avec des marchés et une économie forte qui peut se développer? Tout à fait. Et je pense que c'est par là qu'il faut en passer pour redonner de l'attractivité. Parce que dans ce qui vient d'être dit sur comment on redonne de l'attractivité au territoire, j'ai entendu beaucoup de choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles et des vœux peut-être un peu pieux. Baisse de la fiscalité, oui, mais comment? Baisse de l'insécurité, oui, mais comment? On quand? en a parlé déjà, avec on quels en a moyens? beaucoup parlé, on a des solutions. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de solution. Bien sûr qu'on en a plus que vous. Ce qui est important, c'est de donner un projet de territoire, donner une identité au territoire. Et pour ça, je pense que la restauration collective, moi, au contraire, c'est un moyen de donner cette identité au territoire. Parce qu'effectivement, on a constaté avec le confinement que dans certains métiers, les métiers souvent à haute compétence, il y a eu une irruption du numérique. Le télétravail dans des boîtes où les ingénieurs, ils avaient droit à une semaine, un jour de télétravail par semaine, ils en ont droit aux 3 ou 4. Donc effectivement, on peut penser que dans les prochaines années, ils vont venir s'installer. Mais c'est cette tranche d'âge-là, cette classe sociale-là, qu'est-ce qu'elle recherche pour ses enfants notamment? Elle recherche généralement un cadre de vie agréable et surtout une alimentation saine, une ville écologique, pleinement écologique. Et c'est pour ça qu'avec ce projet de régie agricole pour dynamiser la production agricole bio et alimenter les cantines et arriver au 100%, on donne une identité au territoire. Et c'est ça... Thomas Buissoni, c'est noté. Guillaume Lepers, vous êtes très en retard dans ce débat. Vous avez évoqué l'attractivité Villeneuve-sur-Lot. Est-ce que, justement, en termes de tourisme, est-ce qu'il y a une capacité de développement et de quelle manière? Oui, mais nous avons une capacité. On a une Bastide magnifique. Enfin, il faut que les téléspectateurs le sachent, ils ne le savent pas forcément. Oui, mais pour accélérer le mouvement, pour attirer plus de monde. Le problème qu'on a, c'est que la Bastide est magnifique. C'est tout ce qui entoure comme problème. Et on a ce fameux problème de la sécurité. Alors on n'est pas d'accord. Certains disent que ce n'est qu'un sentiment. Moi, au contraire, je dis que c'est un réel problème. Nous ne pourrons rien reconstruire si la sécurité n'est pas là à Villeneuve. On parle de la propreté. Nous n'avons pas une ville propre. Je suis désolé. Alors c'est sûr que ça s'améliore. Qu'est-ce que vous proposez pendant les périodes concrètement? électorales. C'est facile de tenir ces propos à chaque campagne électorale municipale. C'est le pas à chaque même campagne, thème. c'est ma première Donc campagne. faites des propositions concrètes sur la salubrité, par exemple. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a 2 équipes par jour qui passent partout autour des... Non, mais si vous Est-ce me que dites vous savez que vous avez trouvé toutes les solutions et qu'aujourd'hui la ville est propre, on n'a pas trouvé vraiment toutes les solutions et tout peut s'améliorer. Dans une Par période contre, estivale, ce que je trouve choquant, c'est votre expression réveiller Villeneuve. Je trouve que c'est méprisant pour plein de gens. Moi, je vois toutes les semaines des gens qui bossent à Villeneuve, qui ont des idées, qui ont des projets. Encore la semaine dernière, des jeunes, avenue Querelle, qui montaient leur entreprise. Ils n'ont pas besoin d'un maire qui vienne les réveiller. Ils ont besoin d'un maire qui vienne les accompagner dans leur démarche. Et c'est ce que nous faisons et de façon la plus précise et la plus fine possible. Messieurs, il nous reste 2 minutes dans cette émission et dans ce débat. J'aimerais pouvoir vous donner la parole pour un tour de table et pour conclure en 30 secondes chacun. On va commencer par Étienne Bousquet-Cassagne. Quelle sera la mesure la plus urgente à prendre pour le maire de Villeneuve-sur-Lot en juillet prochain? Moi, je pense que c'est une baisse symbolique des impôts locaux. Voilà. Symbolique, de quelle manière? Symbolique, on verra comment on peut faire, mais je pense que ça ferait un électrochoc quand même dans la tête des Villeneuvois et également des gens qui souhaiteraient éventuellement venir investir à Villeneuve. Voilà, ça pourrait attirer de nouveaux habitants, de nouvelles ressources financières, économiques, des investisseurs, etc. C'est un cercle vertueux à mettre en place. Guillaume Lepers, la même question. Si vous êtes élu maire en juillet prochain, quelle sera la mesure prioritaire? Moi, je suis conscient que de la crise sanitaire, nous allons passer une crise sociale et économique. Et première chose, c'est un vrai plan de relance pour l'économie de Villeneuve, mais également pour le centre-ville qui a énormément souffert de cette crise. Thomas Buissoni, même question. Alors, nous, on a réfléchi à une action très concrète qu'on met en place tout de suite. C'est pour sauver la saison du secteur tourisme, hôtelier, restauration, café, un grand programme d'animation du centre-ville auquel il va falloir donner un nom. On demandera leur avis aux Villeneuvois. Ce sera
dans le respect des règles sanitaires, 50 animations gratuites par jour, une animation gratuite par jour pendant 50 jours. Voilà, pour faire venir un peu du monde, communiquer là-dessus et essayer de sauver la saison des restaurateurs qui souffrent beaucoup. En quelques secondes, Patrick. Donc ça, Cassani, tout le même monde question. souhaite créer des animations et il y en a beaucoup à Villeneuve, y compris en période estivale. C'est de préparer la rentrée et d'accompagner les acteurs économiques de Villeneuve et du Villeneuvois. On a déjà commencé à le faire, par exemple sur les bars, les restaurants, exonération immédiate des droits de place, des droits de terrasse. Ça a un coût pour la ville. C'est des mesures avec la région de participer au fonds de soutien de la région et il faut qu'on soit prêt pour les aides européennes qui vont arriver au mois de septembre. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine. C'est la fin de ce premier débat. Rendez-vous donc le 28 juin pour le second tour des élections municipales. Dans quelques instants, le journal régional. Excellente soirée.